Bonjour à toutes, bienvenue pour Bonjour. cet atelier. Bonjour. Bienvenue. On va attendre encore une minute, le temps que tout le monde se connecte, et après on va pouvoir commencer pour ce deuxième atelier du forum Réseau et carrière au féminin. J'espère que vous avez tous des entretiens de programmés pendant ces 3 jours et que, ils dérouleront parfaitement. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser des questions dans l'outil que vous avez qui s'appelle le Q&R, questions-réponses. Voilà, vous pouvez poser vos questions ici et moi je les poserai oralement à Virginie et à Priscilla. Les gens continuent à se connecter, on va attendre encore. Allez, on se donne jusqu'à 14h03. Bonjour à toutes celles qui nous rejoignent, on va attendre encore 30 secondes et puis après on va débuter. On va pouvoir commencer si on va prendre trop de retard. Bienvenue à toutes, bienvenue à ce forum réseau et carrière au féminin, donc qui a lieu sur les 3 journées, donc mardi, mercredi, jeudi, organisé par l'association Elle Bouge. Ravi de vous accueillir pour cet atelier RH sur la thématique Oser candidater. Donc voilà, un atelier qui va être animé par Virginie de chez Naval Group et par Priscilla de chez GRDF, à qui je vais laisser la parole tout de suite et je vais vous laisser la main et vous présenter. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Merci et bienvenue à toutes pour voilà, cette conférence Oser candidater. Donc, c'est vraiment une conférence qui est faite pour vous. Donc, on a préparé effectivement une présentation, mais n'hésitez pas à interagir voilà, dans le module questions-réponses pour qu'on puisse vraiment coller le plus possible à vos attendus et que vous puissiez ressortir de cette conférence voilà, avec des clés et des envies en tout cas de candidater et d'être à l'aise avec tout ça. Donc, on va parcourir ensemble tout voilà, un tas de questions autour de l'acte de candidature, de oser candidater, et puis du mindset aussi qu'il faut avoir pour pouvoir eh bien, traverser ce challenge, parce que c'est un challenge et c'est sportif. Donc, on va essayer de voilà, de partager avec vous ce qui nous paraît important. Et alors, sachez que c'est des partis pris, on n'a pas pu tout sélectionner et que vous pouvez aussi avoir des idées à partager avec vos camarades de conférence. Donc, n'hésitez pas non plus à nous interpeller sur des choses qui vous paraîtraient utiles à partager. Donc, je laisse la main à Virginie pour qu'elle se présente et je me présenterai juste après. Virginie, juste ton micro. Merci. Bonjour à toutes, donc je suis Virginie Marmol, je suis en charge du recrutement, et de l'attractivité, pour Naval Group. Ça fait à peu près, 3 ans et demi, que j'ai rejoint la société. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui, sur ce sujet, de oser, candidater. Et donc, je suis Priscilla Pereira de Oliveira, de chez GRDF. Donc, nous, on distribue du gaz à l'ensemble des clients particuliers ou entreprises qui ont contracté un contrat à gaz auprès des fournisseurs. Et on œuvre aussi pour la décarbonation en proposant eh bien, davantage de gaz vert et pour eh bien, participer aussi à la transition énergétique. Et moi, je suis chargée de mission diversité et inclusion et j'œuvre justement pour que nous ayons davantage de femmes dans nos métiers techniques et scientifiques. Et c'est aussi ce qui nous rassemble aujourd'hui avec Virginie.
Donc, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet. Donc, oser candidater, c'est surtout bien se préparer. Ça s'anticipe. Vous avez dans vos cursus, où vous êtes peut-être déjà diplômé, un timing, un stage en vue, l'obtention du diplôme, un changement de poste, tout ça, ça s'anticipe. Et il faut le savoir pour être prête à candidater le moment voulu. Donc soyez clair avec vous-même, mais pas fermé aux opportunités. Ça veut dire qu'on peut effectivement avoir une vision très claire de ce que l'on veut, mais des recruteurs peuvent aussi venir toquer à votre porte ou dans vos boîtes LinkedIn pour vous proposer des opportunités. Soyez à l'écoute et regardez un petit peu ce qui peut vous être proposé et finalement pourquoi votre profil peut être intéressant pour les recruteurs. Avant de candidater, il faut bien évidemment se préparer. Donc, ça demande aussi un petit temps de concertation avec soi-même pour identifier vos points forts, vos points faibles, votre parcours, mettre à jour son CV avec les expériences diverses et variées que vous pourriez acquérir tout au long de votre cursus et bien évidemment vos motivations. Alors, on vous conseille aussi de travailler sur votre elevator speech. Vous savez, ce petit texte qui doit durer de 2 à 3 minutes, qui doit être percutant et qui doit faire mouche chez votre interlocuteur. Alors, l'idée, c'est vraiment de le maîtriser de bout en bout, parce que c'est ça aussi qui va être déterminant dans votre capacité à, à exprimer au recruteur le fait que votre candidature, elle est la bonne et qu'il a intérêt à s'intéresser à votre candidature. Effectivement, là, finalement, on prend le temps aussi de raconter une histoire de son parcours, de ses motivations, etc. Mais au moins, tout est bien clair dans votre tête, vous avez pris le temps de le préparer et vous savez pertinemment ce que vous voulez raconter au recruteur. Et ça, c'est vraiment aussi un élément clé, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de lui raconter, que ce soit sur mon parcours, sur mes expériences, sur mon cursus, sur mes envies. Et si on ne l'a pas préparé en amont, on peut se retrouver un peu bredouille. Donc l'idée, c'est vraiment de construire ce petit texte percutant, de l'avoir en tête et de le partager aussi autour de soi. C'est pour ça que finalement, quand on dit ne restez pas seul, vous y demandez de l'aide, vos amis, vos familles, vos RH, vos relations LinkedIn, etc. C'est aussi pour challenger ce type de contenu. Ça peut être, l'aide peut aussi, intervenir sur une relecture de CV. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne sait plus trop, voir ce qui est bien, pas bien dans notre CV, on voit plus les coquilles. Donc surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit, pour des relectures de CV, de l'aide de motivation pour, essayer aussi, de voir comment l'elevator speech, sonne aux oreilles de votre interlocuteur et puis vous ne ressortirez que grandi de cette expérience de partage. Il faut valoriser toutes vos expériences, surtout quand on est, jeune étudiante ou, jeune diplômée. On n'a pas forcément, un CV, très fourni et c'est normal. On a toutes et tous commencé avec des CV pas très fournis et c'est bien normal. Mais c'est pour ça que c'est très important de valoriser toutes vos expériences. Des petits boulots, des jobs alimentaires, des jobs d'été, des hobbies, du bénévolat, de l'œuvre familiale. Vous avez, forcément quelque chose à valoriser et tout ça, ça veut dire aussi des choses sur vous et sur votre capacité à faire les choses. On a mis quelques exemples. J'ai travaillé chez McDo, un travail avec du bruit, où on doit rester calme et avec du sang-froid face aux clients parfois agités. J'organise les fêtes de famille, les fameuses cousinades. J'ai réuni 150 personnes. J'ai dû trouver un logement, faire venir le traiteur, organiser des jeux, des cohésions, etc. Mais typiquement, c'est aussi des compétences que l'on recherche dans le monde de l'entreprise. Où je suis inscrite à un club de danse, de foot, qu'importe et je m'occupe du community management, de la mise à jour du site internet. Ça aussi, ça, vous permet de développer des compétences et ça veut aussi dire des choses sur vous. Donc tout ça, c'est pas anecdotique et il faut vraiment le valoriser puisque c'est aussi sur ça que pourra rebondir le recruteur quand vous avez peu d'expérience pour essayer à savoir qui vous êtes, quelles compétences vous avez, ce qui vous plaît et ce qui vous définit aussi. Quand, vous avez identifié, le poste qui vous convient, hem,
concentrez-vous sur ce qui est écrit dans l'offre, ce que vous en comprenez, parce que ça sera aussi essentiel pour être en phase pendant l'entretien avec le recruteur pour savoir ce qu'il attend de vous, ce qu'il attend de votre candidature. Et essayez. Un entretien, ça se prépare, donc vraiment, je m'entraîne, voilà, je sollicite de l'aide et puis même, moi seule, face à moi-même, dans les petits moments un petit peu creux de la vie, je peux, voilà, imaginer les questions qui me seront posées, préparer aussi, à répondre, voilà, à certains points qui peuvent, être, intrigants pour le recruteur. Donc voilà, j'essaie aussi d'anticiper pour vraiment avoir un maximum de billes, dans mon esprit et pour pouvoir être le jour J prête à tout. Alors, on vous propose un petit test. Alors, c'est vraiment soyez libre, voilà, de répondre, à travers, notamment les, pouces, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Tout sur à fait, le j'ai mis toutes les phrases sont dans le chat. super. Donc ça va nous permettre effectivement de découvrir une autre face que l'on peut avoir dans notre personnalité. Alors, quand on me félicite, je me dis que la personne n'a pas vu toutes les imperfections de mon travail. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation? Voilà. Ah ça y est, ça augmente. Alors on a 3 personnes qui ont mis oui pour le moment. 4 personnes. Alors, je vous propose qu'on passe à la seconde question. Quand je réussis quelque chose, je me dis que j'ai eu de la chance. On a 3 personnes qui ont mis qui se sentaient concernées, qui ont pu se sentir concernées. Et pour la première, on en a 7, donc ça augmente. N'hésitez pas à aller dans le chat, hein, pour pouvoir, ajouter vos pouces. 6 personnes, ceux qui se sentent concernés. Troisième point, quand on me demande quelque chose, j'ai peur de ne pas en être capable. 5 personnes qui ont répondu, en tout cas qui ont mis un pouce. On a J'ai 7 peur que l'on personnes. compte sur moi et que je déçoive les personnes. Alors là, on a 10 personnes qui se sentent concernées par cette phrase. Donc pour l'instant, c'est celle qui revient le plus. Avec la première, où on en a 10 également pour info. Avez-vous du mal à vous souvenir de vos succès? Il y a 11 personnes, 12 personnes qui ont 13. Ah ça y est, celle-là, ouais. Est-ce que vous dites régulièrement que, vous réalisez, voilà, une tâche aussi bien que vous l'auriez voulu? Donc je réalise rarement une tâche aussi bien que je le voudrais. Donc vous avez une plus grande attente que la réalisation effective de la tâche. Alors on en a 9 personnes qui C'est difficile d'entendre les compliments sur mon travail. Sur mon travail ou sur votre, posture au travail. il y a 12 personnes qui se sentent concernées. Et j'ai peur que les gens découvrent que je n'y connais rien. 12 personnes également qui ont Et si l'on me fait beaucoup d'éloges sur un de mes travaux, j'ai tendance à minimiser l'importance de ce que j'ai fait. Ça alors peut là, être voilà. notamment, voilà, de dire: «Non, mais c'est pas moi, c'est l'équipe» ou «Ah j'ai à peine œuvré alors que vous étiez à la manœuvre de bout en bout». Ah, il y a 19 personnes, c'est la numéro 1 pour le moment qui, sont sous toutes les phrases. Très intéressant. Eh bien, tout ça, il va falloir travailler dessus. Car, vous l'aurez peut-être compris, on veut parler du syndrome de l'imposteur. Donc vous avez répondu non en majorité, n'auriez-vous pas la grosse tête? Faites attention à ne pas vouloir en faire trop. Bon, on n'en fait jamais trop, hein, je pense pas qu'il y en ait, beaucoup qui aient répondu non à tout, mais voilà, c'est l'idée de se dire aussi, n'allons pas non plus, trop conquérantes dans nos entretiens en pensant tout maîtriser, il faut être aussi un peu mais si vous avez répondu oui en majorité, attention au syndrome de l'imposteur.
Alors ça se manifeste, davantage chez les femmes que chez les hommes. C'est pour ça que on a choisi d'en parler avec vous aujourd'hui. Et voilà, c'est, assez récurrent qu'on soit, jeune diplômée, jeune étudiante ou même déjà, dans le monde professionnel. On a souvent l'impression, voilà, de ne pas être à la hauteur. On a tendance à attribuer, nos réussites à des causes extérieures, donc c'était, l'équipe, c'était, de la chance, c'était, le hasard et cetera, alors qu'en fait, c'est le fruit de votre travail, mais vous avez du mal à le valoriser et à connecter finalement votre engagement, avec ces réussites. L'impression d'être surestimé. Hein, ils me font tout le temps des compliments, mais ils voient pas qu'en fait, c'est voilà, je les mérite pas. Si, vous les méritez et justement un compliment, il faut apprendre à l'accueillir et ça se travaille. Et la peur d'être démasqué, voilà, l'idée de, je ne suis pas suffisamment, hem aux attendus sur ce poste, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais sachez qu'on a des choses à apprendre tout au long de notre vie. Donc ce n'est pas parce que vous avez, voilà, des manques ou des points faibles sur votre profil, que vous n'êtes pas, légitime sur le poste. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose sur lesquels on doit, toutes travailler puisque c'est vraiment quelque chose qui est récurrent, y compris dans le monde professionnel. Donc c'est vraiment, voilà, ça concerne tout le monde et ça se travaille. Donc les solutions, bah, elles sont, nombreuses et elles sont, surtout c'est vous qui en avez les clés. Donc c'est à vous aussi de trouver, les bonnes astuces pour vous permettre, bah, de travailler sur ça tout au long de votre, cursus. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, à les poser, hein, dans l'outil de chat. Moi, je les poserai oralement, hein, à Priscilla et Virginie. Donc oser candidater, comment réagir? Bien sûr, toujours des faits, rien que des faits. L'idée, c'est pour s'évaluer de façon objective, il faut dresser, la liste de vos réalisations, pour vous aider à construire un discours, intérieur positif et réaliser aussi, vos objectifs fixés. Renforcer, l'estime de soi et la confiance en soi, c'est vraiment, très important. Donc, il faut être, lucide de ses forces et pouvoir en tirer aussi profit, pour compenser, ses faiblesses. C'est sûr, voilà, vous avez des points forts et il faut vraiment, maximiser et tout, miser là-dessus. Se challenger, dépasser la peur de l'échec et la peur du succès. Focalisez-vous bien sûr sur vos succès, et sur les objectifs atteignables. Heu, Bien sûr, bah, l'idée, c'est de pouvoir aussi, de sortir de sa zone de confort. Dites oui et puis vous prendrez le temps pour réfléchir aussi, après. La vie, elle doit être faite de challenges et de défis au quotidien. Donc le déni de compétences est, éloge, au rabais. Il faut vraiment, voilà, de pas minimiser, vos efforts fournis, ni les remerciements. Recevez-les en disant, merci. L'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, prendre les retours positifs, pour en tirer, voilà, des choses bénéfiques pour vous et prendre confiance en vous, pour la suite. Souvent, la question aussi qu'on se demande sur oser, candidater, c'est, «Oui, mais sur quel poste?» Donc avant de pouvoir candidater, il faudrait prendre un temps aussi pour soi, pour se dire, pour définir et cibler, bien sûr votre recherche. Ça vous permettra finalement de gagner du temps par la suite sur, quel poste sur quel poste vous allez pouvoir candidater, et pouvoir déployer votre énergie ailleurs, dans d'autres actions, de candidature sur, par exemple la préparation de votre CV ou votre lettre de motivation. Et bien sûr, oser, dépasser, du cadre et vous faire confiance. Quand vous voyez un poste, n'essayez pas de vous dire: «Il faut que j'atteigne 100 des compétences attendues, sur le poste». Vraiment, enfin, c'est pas obligatoire, sur chaque poste et l'idée, c'est que vous allez pouvoir aussi monter en compétences et vous challenger dans ce nouveau poste. Souvent, malheureusement, les femmes attendent, d'atteindre 80 des compétences, avant de candidater. Donc voilà, il y a cette prise de risque, qui est un peu plus faible, chez nous les femmes, mais l'idée c'est de se dire, il faut oser et dépasser les barrières et ces compétences que vous n'avez peut-être pas encore ou peut-être que vous n'avez pas conscience que vous les avez déjà, vous allez pouvoir les acquérir, finalement, tout au long de votre parcours.
J'ai une question dans le chat. Donc, on nous demande comment persévérer et renforcer son estime de soi face aux absences de réponse ou un refus lors d'une recherche d'emploi. Voilà, comment on peut se dire, je peux encore oser candidater malgré le fait que j'ai essuyé des refus. Alors, des refus, il y en aura, toujours, hein, c'est vrai que peut-être, si vous avez eu des refus pour un poste, c'est peut-être pour ce poste précisément, mais ça ne veut pas dire que sur les autres candidatures, vous allez avoir, des refus et puis bon, on le verra un petit peu plus tard dans la présentation, mais il faut beaucoup de candidatures pour, décrocher des fois des entretiens et décrocher un poste. Donc il faut vraiment pas se décourager au premier refus reçu et peut-être se dire: «OK, c'était pas ce poste-là, mais il y en a d'autres qui m'attendent et sur lesquels, finalement, je vais pouvoir aussi, montrer mes atouts et pouvoir, tirer mon épingle du jeu». Effectivement, juste pour compléter, mais comme le dit, Virginie, on va le voir un petit peu, après. Mais, tout à l'heure, j'utilisais, voilà, la métaphore du sport parce que vraiment, le candidater, c'est un challenge, prenant. Ça peut être, un marathon puisque, on doit parfois beaucoup candidater pour avoir, ne serait-ce qu'un retour positif. Ça peut être très décourageant, mais sachez que c'est la majorité, des cas. Si au bout de 3 candidatures, vous avez déjà, 2 entretiens, c'est que vous faites partie, voilà, des très chanceux. Alors même si voilà, attention, on ne dit pas que c'est la chance, mais que c'est le travail. Mais voilà, c'est rare. Donc il faut vraiment avoir en tête, que ça demande du temps, ça demande de l'énergie parce que c'est vrai que recevoir, des mails automatiques ou des refus, c'est énergivore et ça peut être décourageant. Mais il faut vraiment, voilà, voir ça comme un défi au long terme et ne pas se décourager et continuer à candidater et améliorer à chaque fois, que ce soit, voilà, la lettre de motivation, le CV et cetera. Parce que des fois, à la longue, on peut justement être un peu, moins attentif à la qualité, du CV, à la qualité, de la personnalisation de la lettre de motivation et cetera. Mais non, ça, il faut toujours se remettre, on va dire en selle, de manière positive pour pouvoir, repartir avec, une énergie pleine. Parce que c'est vraiment ce dont vous allez avoir besoin et je pense que c'est le nerf de la guerre quand on commence, les candidatures. Voilà. Mmh. Et il y a- Alors, il y D'autres avait une autre questions question, mais peut-être, est-ce que Thomas? vous... Bah, ouais, il y a une autre question. En tant que jeune diplômé, pensez-vous que l'on puisse postuler à une offre avec un minimum d'expérience attendue? Si par exemple, on est tout jeune diplômé, on a éventuellement fait quelques stages et qu'on nous demande 2 ou 3 ans, est-ce qu'on peut oser candidater quand même? Oui, je pense que de 2-3 ans, ça reste encore, voilà, raisonnable. Le recruteur, quand, on est face aussi à des jeunes diplômés, on sait très bien que c'est un début aussi dans une expérience professionnelle et que, vous allez pouvoir apporter, déjà beaucoup de choses à votre niveau. Souvent aussi les jeunes diplômés, vous êtes aussi à la page un petit peu des nouvelles technologies, donc ça peut aussi, apporter un plus à l'entreprise. On se ferme pas sur, les jeunes diplômés. Si jamais, par exemple, vous postulez sur un poste où on s'est demandé avec un petit peu plus d'expérience, peut-être que le recruteur va même pouvoir vous réorienter sur d'autres postes auxquels vous n'auriez pas pensé. Je pense que c'est toujours, pertinent de pouvoir candidater et montrer son intérêt auprès d'une entreprise, quitte à être orienté par, soit le manager, le recruteur ou la RH en charge du poste. Et il y avait une dernière question, c'est si on recherche un poste dans un secteur d'activité en particulier, mais que par exemple l'année d'avant, fort à cause d'une concurrence peut-être trop accrue, on a dû aller dans un autre secteur d'activité pour pouvoir travailler. Est-ce qu'on doit le mettre en avant aussi avec des soft skills qui peuvent être utiles? Est-ce que c'est bien de mettre en avant qu'on a fait autre chose que ce qui est attendu sur le poste sur lequel on postule maintenant? Oui, oui, en effet, pour moi, c'est des compétences complémentaires, hein. L'idée, c'est de ne pas rester uniquement, focalisé sur un secteur d'activité, une compétence, bien spécifique. Ça montre aussi que vous êtes adaptable, que vous pouvez vous adapter à différents secteurs d'activité. Des compétences, techniques, souvent, peuvent se retranscrire, sur plusieurs secteurs d'activité. Oui, oui, l'idée, moi, je trouve ça même très intéressant d'avoir des profils, qui viennent de secteurs différents et qui ont un regard un peu nouveau aussi sur le poste ou, l'activité en question. Je rebondis effectivement sur ce que dit Virginie. Je pense que vous faites preuve d'agilité, voilà, de compréhension aussi du marché du travail en faisant ça. Donc ça, tout se justifie et tout peut s'expliquer. D'où l'importance aussi d'identifier tous les points forts, les soft skills, les compétences techniques autres que vous aurez pu acquérir pendant cette nouvelle expérience et les transposer au domaine
enfin, je pense très important aussi de montrer qu'on est plutôt dans l'action et pas dans l'attente. Enfin, les recruteurs préfèrent généralement des personnes en activité, voilà, que des personnes qui attendent l'offre parfaite, qui n'arrivent parfois pas. Donc, je pense que c'est aussi voilà, quelque chose qui vous définit que de montrer que vous êtes agile, souple et que vous êtes prête aussi à vous former sur des choses que vous ne connaissez pas. Et avec Priscilla, on voulait vous partager aussi, cet exemple de, publication sur LinkedIn d'un manager qui était justement à la recherche, de nouvelles, compétences dans son service et finalement cette citation, ça illustre bien sur le oser candidater. Si quelqu'un vous offre une opportunité incroyable mais que vous n'êtes pas sûr d'y arriver, acceptez et ensuite, vous apprendrez à le faire. C'est vraiment ça en fait, l'idée aussi voilà de oser candidater, c'est de se dire, aujourd'hui, j'ai peut-être pas toutes les compétences requises pour le poste, mais je vais pouvoir, monter en compétences, grandir, évoluer et finalement, d'ici 2 à 3 ans, ben, ça sera des compétences que j'aurais pu acquérir et je pourrais être performant sur ce poste-là. Donc casser les barrières et voilà, ne pas vraiment, se fier uniquement à des missions inscrites sur une offre de poste. Surtout que je pense que Naval a aussi la même, politique, voilà, de formation que GRDF. C'est des entreprises qui investissent beaucoup dans la formation de leurs collaborateurs et c'est le cas de beaucoup d'entreprises, hein, qui ont à cœur, voilà, de proposer, des plans de formation, ambitieux, de favoriser aussi, le binômage, notamment Mmh. sur, voilà, sur le début des carrières professionnelles. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses que vous ne voyez pas de l'externe, mais qui existent en interne. Donc vraiment, d'où l'importance, voilà, d'oser candidater et de voir, finalement après, ce qui se passe. Est-ce que vous voulez continuer encore un petit peu la présentation? Il y a encore quelques questions. Est-ce que vous voulez que je les pose dans un second temps? On peut Et peut-être y répondre, ouais, celle de vous OK. comme ça. Bah, du coup, il y avait une question sur l'âge, donc question inverse à tout à l'heure, sur l'expérience, c'est, quand on a déjà de l'expérience, classé plus de 50 ans, comment mieux montrer les atouts et lever du coup la barrière de l'âge, pour un poste sur lequel on postule? Alors au vu, enfin, là, de l'expérience, enfin, pour moi, c'est vraiment l'expérience et le fait de pouvoir être sachant sur certaines technologies et compétences, vous allez vraiment apporter, cette expertise technique finalement à l'entreprise. Donc pour moi, l'âge ne doit vraiment pas être une barrière, au contraire vraiment un atout, sur des compétences, très recherchées finalement, aujourd'hui, sur nos postes. Et également pouvoir se dire aussi de transmettre, pouvoir, en intégrant une entreprise, voilà comme Naval Group, ou autre, enfin pouvoir dire: «Bah, je vais pouvoir transmettre aussi, mes compétences et pouvoir faire monter en compétences, les collaborateurs qui sont déjà dans la société». Donc pour moi, c'est un réel atout finalement, cette expérience, et ce parcours professionnel que vous auriez pu avoir. Et je rajouterais aussi peut-être des fois se rapprocher, des réseaux type, APEC, ou les CCI aussi qui ont des programmes parfois pour les personnes, voilà, avec des expertises très poussées et qui peuvent aussi, avoir des sollicitations des entreprises, avec des profils, très particuliers à rechercher. Donc c'est aussi parfois, voilà, parce que c'est pas forcément des offres qui transitent sur les job boards et tout, avec, autant d'expérience. Donc c'est ne pas aussi hésiter, à se rapprocher des réseaux professionnels, sur son territoire ou sur le territoire sur lesquels on veut, s'implanter, professionnellement pour pouvoir créer, et nouer des liens qui vous permettront aussi d'accéder à ce marché de niche. On avait, encore quelques questions, notamment une sur la politique pour les postes, pour le handicap, en tout cas ouvert à RQTH. Enfin, je pense que tous les postes sont habituellement ouverts à RQTH, enfin pour la plupart. Donc je pense qu'il faut oser y aller, sur ces postes-là. Effectivement, sur la partie, handicap, s'il y a des restrictions, pour le poste, par exemple, sur un poste, technique opérationnel, port de charges lourdes, hem, ce sera finalement au médecin du travail après de, confirmer si oui ou non
la pathologie est compatible avec l'emploi. Donc, il ne faut vraiment pas se restreindre parce que des fois aussi, on peut voilà, s'imaginer que le poste ne sera pas accessible parce que port de charge lourde, je ne peux pas porter. Mais il y a aussi parfois voilà, des aménagements de poste. Je pense aux exosquelettes, à tout ce qui est fait aujourd'hui voilà, pour limiter la pénibilité de certaines tâches opérationnelles techniques. Enfin, on avance aussi très vite sur ça. Donc c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières, ne pas réfléchir aussi au monde du travail comme il était il y a 5-10 ans, mais se dire, bah, en fait, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de startups aussi qui œuvrent pour rendre le travail moins pénible pour tous. Et puis après, des entreprises aussi qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans leurs aménagements de poste. Donc là, effectivement, je parlais restrictions physiques, mais ça peut être aussi des troubles 10, etc. Aujourd'hui, les entreprises sont capables de mettre à disposition de leurs collaborateurs en situation de handicap des outils, des aménagements de poste qui leur permettent voilà, d'être bien opérationnels et à l'aise dans leur quotidien professionnel. Et vraiment, la décision médicale, elle n'appartient qu'au médecin. Donc, ne pas présager, voilà, ni le recruteur, ni le candidat de la capacité à tenir le poste. Je pense que ça, c'est vraiment important. Et y compris chez les recruteurs, hein, c'est pour ça qu'on forme aussi tout le temps et tous nos managers aussi à cette question-là pour que vraiment le recrutement se fasse sur les compétences et les attendus du poste et pas sur le reste. Parfait. Bah, du coup, je vous laisse pour l'instant. Il n'y a pas encore trop d'autres questions, donc je les poserai dans un second temps si vous voulez. Je vous laisse dérouler votre présentation. Virginie, sur la Oui. partie du handicap, je ne sais pas si tu voulais compléter. Oui, je peut-être rajouter aussi de ne pas hésiter à en parler aussi pendant le processus de recrutement puisque, nous, voilà, ça nous arrive aussi, de pouvoir mettre en relation, une fois qu'on est bien avancé dans le processus de recrutement, de pouvoir mettre en relation aussi, avec le médecin du travail pour pouvoir, préparer, votre arrivée aussi et pouvoir faire des aménagements justement de poste si c'est nécessaire et une fois l'arrivée, du candidat, pouvoir, avoir tout en place et qu'il y ait pas un petit délai aussi, d'attente pendant l'intégration. Donc, c'est vrai de pouvoir en discuter de façon assez libre et ouverte pendant les entretiens. Peut-être pour continuer, donc, pour entrer un petit peu, voilà, dans le vif du sujet de pré-candidater. Donc comment se préparer, à candidater? Ben, s'organiser avec un planning, pour pouvoir un peu structurer, cette recherche. Identifier en amont les entreprises qui vous intéressent, pour vraiment aller cibler finalement, les postes qui vous correspondraient le mieux. Identifier bien sûr les job boards sur lesquels aller chercher, donc ça peut être LinkedIn, l'APEC, Welcome to the Jungle, enfin, même les sites carrières directement des entreprises aussi. Quelquefois, on a tendance à l'oublier, mais c'est aussi source d'offres en tout cas intéressantes. LinkedIn aussi, sur, voilà, si vous êtes actif sur les réseaux, LinkedIn aussi, et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des offres des entreprises. Vous créez à chaque fois des espaces candidats. Pourquoi? Puisque vous allez pouvoir aussi recevoir des alertes en fonction de vos critères de sélection des offres qui pourraient correspondre, à votre recherche. Donc ça pourrait vous faciliter aussi dans la démarche de candidater. Bien sûr, identifier les annonces qui vous correspondent. On a tous des critères, hein, sur des offres qui nous plaisent plus, sur lesquelles on se retrouve, que ce soit en termes d'environnement, de compétences techniques. Donc ne pas hésiter, vraiment, à identifier les offres qui nous correspondent en amont et bien sûr, lorsque vous candidatez, adaptez votre candidature. Parce qu'en tant que recruteur, on s'attache, quand même beaucoup au CV qu'on va recevoir. C'est la première, en tout cas, dans un premier temps, premier contact avec le recruteur. Finalement, quand le CV est en lien avec l'offre, on voit que c'est vraiment une démarche recherchée et personnalisée et ça, c'est assez plaisant de se dire que c'est vraiment ça montre votre motivation finalement pour le poste. Alors bien sûr, on ne s'arrête pas jamais qu'au CV, hein. L'idée, c'est de pouvoir aller creuser aussi ce qu'il y a derrière, parce que quelquefois, vous ne mettez pas non plus toutes les informations sur le CV. Mais vraiment, de personnaliser, ça fait la différence, en tout cas, sur les candidatures. Et bien sûr, la lettre de motivation.
Alors oui, on lit encore les lettres de motivation. Quelquefois, ça apporte même des informations complémentaires à votre CV. Quand c'est vraiment personnalisé et bien détaillé, c'est vraiment un plus, la lettre de motivation. Donc, moi, je recommande en tout cas, de pouvoir joindre votre lettre de motivation à votre candidature. Alors, on en parlait tout à l'heure, ne pas se décourager. Alors en moyenne, d'après vous, bon, je crois il y a la réponse juste en dessous, donc peut-être qu'on va le dire directement, mais en effet, il faut beaucoup candidater pour pouvoir décrocher un emploi. Donc c'est au moins 40, minimum 40 candidatures. Donc c'est quand même énorme, ça vous prend du temps, c'est fastidieux comme on l'a vu, auparavant. Quelquefois, vous pouvez même peut-être vous décourager à force de recevoir des retours négatifs. Mais vraiment, c'est voilà, persévérer, ne vous bloquez pas à juste un poste, à un intitulé de poste bien précis, à une entreprise bien précise. Essayez vraiment de vous ouvrir, et de candidater, le plus largement possible pour avoir un retour. Pour vous donner aussi encore un petit peu plus de chiffres peut-être, 45 jours après avoir posé leur candidature, pardon, 84 des candidats ne reçoivent pas de réponse et seulement 5 décrochent un entretien. Donc c'est vraiment très faible. Mais ça arrive, il faut continuer d'y croire et de persévérer en tout cas à chaque candidature. Surtout, voilà, j'insiste, mais c'est, la moyenne, hein. Donc effectivement, sur des profils, très pointus, très rares, au bout de 2 candidatures, ils pourraient, décrocher un emploi versus, d'autres qui, potentiellement auront envoyé 80 candidatures. Faut, voilà, la moyenne, elle cache aussi de grosses disparités en fonction Mmh. des profils. Donc, d'où l'importance, voilà, de ne pas se décourager. Et effectivement, le temps long, on le voit, 45 jours après avoir proposé leur candidature, 84 des candidats ne reçoivent pas de réponse. Ça fait 1 mois et demi, on Mmh. comprend, voilà, que l'on trouve le temps long, on comprend, qu'on puisse se décourager, mais c'est vraiment, voilà, important de se dire qu'on n'est pas seul puisque, voilà, les statistiques sont là. Ça veut dire que, voilà, on fait partie d'une communauté qui, qui a commencé, voilà, ce marathon et qui doit aller jusqu'au bout. Donc vraiment, c'est se dire, voilà, comment réussir à se remotiver, à garder, l'esprit positif et à continuer, de ses recherches, dans une perspective, voilà, de dénouement heureux. Donc c'est une vraie ambition, voilà, qui doit être, nourrie dans le temps. Et peut-être pour ajouter, puisque vous envoyez sûrement beaucoup de candidatures, peut-être ne pas hésiter à tenir un petit fichier avec l'ensemble des offres sur lesquelles vous avez postulé, puisque c'est vrai que quelquefois, les processus de recrutement sont très longs en fonction des postes. Donc, il se peut que vous ayez déjà candidaté depuis un mois, mais que vous recevez un retour un peu tardif. Mais que de voir que le candidat, sait de quoi on lui parle, qu'il se souvient d'avoir candidaté sur tel poste, qu'il retrouve facilement l'offre, ça montre aussi un réel intérêt, motivation en tout cas pour ce poste-là. Donc, voilà, peut-être vous de votre côté pour préparer cet entretien qui met un peu de temps à arriver, pouvoir se dire un petit historique de toutes les offres sur lesquelles vous avez candidaté, ça serait un plus. Et effectivement, je rebondis sur ce que dit Virginie, puisque des fois les offres ne sont plus en ligne. Mmh. Et ça peut, voilà, être un petit peu embêtant de dire au recruteur: «Est-ce que vous pouvez me renvoyer l'offre?» Même si vous ne l'avez plus en tête, je pense que c'est très important de lui demander plutôt que de se dire: «Je vais essayer de me rappeler, voilà, la nature de l'offre», parce que c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir, préparer votre, entretien, que vous allez pouvoir, travailler, voilà, sur les synergies entre votre, candidature et les attendus du poste. Donc voilà, c'est vrai que si vous avez la possibilité de tenir ce petit journal de bord, c'est super. Si vous ne le faites pas et que vous avez une sollicitation, voilà, d'un recruteur et que vous ne savez plus, l'annonce en question, n'hésitez pas à le lui redemander. Ça vous permettra de vous préparer au mieux à l'entretien. Je vous laisse du coup continuer, puis je poserai les questions à la fin, ça vous va? Je sais pas en termes de timing comment vous souhaitez Oui, ça me qu'on semble bien ouais? aussi. OK, bah, je On vous peut laisse faire. continuer et puis après je vous poserai toutes les questions. Il y a quelques questions dans le chat, je vous les poserai dans un second. Mmh. Alors là, c'est donc lors de l'entretien, pensez à votre posture. L'idée, c'est de pouvoir se projeter sur les futures fonctions, que vous allez pouvoir prendre, et imaginer vos qualités pour répondre finalement aux exigences du poste. Heu
avant de faire passer un entretien, ça se prépare, capitaliser pardon sur vos succès, antérieurs et vos difficultés surmontées. Souvent, c'est une question que les recruteurs aiment bien, de partager, un succès dans vos expériences précédentes et à contrario, les difficultés que vous avez pu rencontrer, ce que vous avez pu mettre en place pour les surmonter. Parce qu'on rencontre tous des difficultés, mais l'important finalement, c'est de se dire: «Bah, comment j'ai pu, surmonter la difficulté qui s'est présentée à moi?» Donc bien sûr, lorsque vous candidatez sur un poste, il se peut que vous n'ayez pas toutes les compétences requises, mais finalement, vous allez pouvoir transformer ça en atout aussi. Donc comme on disait tout à l'heure, opportunité de formation. Les entreprises sont toujours montées en compétences leurs collaborateurs et apportent les formations nécessaires, sur les compétences à améliorer. Bien sûr, l'opportunité de motivation vis-à-vis de l'entreprise. L'idée, c'est de se dire, bah, aussi, si je me projette sur un futur poste, c'est parce que je vais pouvoir monter en compétence sur tel et tel point, aujourd'hui que je n'ai pas acquéri dans mes expériences précédentes. Mais voilà, je vais pouvoir moi aussi monter en compétence, et bien sûr, apporter un regard neuf, voilà, apporter, être source d'innovation. Vous avez, dans vos expériences précédentes, développé, plein d'autres compétences qui vont pouvoir finalement, être bénéfiques sur le prochain poste que vous allez avoir. Donc vraiment, partez, toujours dans le positif et de se dire que vous allez pouvoir aussi apporter quelque chose à l'entreprise. Hem Donc l'entretien, souvent, c'est un petit peu long, il y a plusieurs questions qui sont abordées. N'hésitez pas à faire une petite synthèse, pour valider bien sûr votre compréhension, de l'offre, si vous avez bien compris les enjeux du poste et les missions, qui vous seront confiées. Pour remontrer finalement, enfin confirmer en tout cas votre intérêt, sur des missions, sur les missions sur lesquelles vous avez, trouvé un intérêt et une motivation, spécifique. Et bien sûr, montrer que vous avez eu un petit peu une prise de hauteur et votre capacité finalement, à avoir une vision globale d'un projet et d'une compréhension, des attendus sur le poste. Hem donc bien sûr, ne vous laissez pas, détourner et diminuer si vous avez le droit, finalement d'avoir votre, opinion. Ce sera d'autant plus enrichissant pour l'entreprise. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi, avoir un regard critique sur certains points et pouvoir, vous apporter votre vision des choses, dans un entretien de recrutement, mais aussi dans un recrutement au sein d'une entreprise. L'idée, c'est aussi de partager sur les différents points de vue et sur la montée en compétences de chacun. Bien sûr, alors soyez votre propre coach, donc pensez positif, je crois que depuis le début, c'est ce qu'on essaye, voilà, de vous insuffler, mais c'est de se dire, qu'aujourd'hui vous n'avez rien à perdre, n'ayez pas peur de candidater sur des offres, parce que ça vous semble un peu trop, un poste un peu trop expérimenté ou quelque chose un petit peu d'inatteignable, allez-y, osez et après, c'est vraiment le recruteur, les managers qui vont aussi pouvoir vous aider à, identifier vos points forts et même à vous réorienter des fois sur certains autres postes pour lesquels vous n'auriez pas forcément pensé auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Hem L'idée aussi, c'est de se dire de se mettre un petit peu en confiance en imaginant un petit peu l'entretien, préparer en disant: «Bah, quelles questions on pourra me poser lors de l'entretien? Quels vont être mes atouts, mes axes d'amélioration?» Ça va vous permettre aussi de pouvoir, prendre un petit peu de hauteur sur votre parcours professionnel. Quels éléments vous allez pouvoir mettre, en avant? Quelles difficultés vous allez pouvoir partager, que vous avez pu surmonter en mettant des plans d'action en place? Enfin, voilà, vraiment l'idée, c'est de faire un petit peu aussi une rétrospective sur vos compétences et votre parcours, précédent. Et quelquefois ça arrive, rien ne se passe comme prévu, même si, on s'était préparé. Vous pouvez être déstabilisé par une question posée, par un échange, avec un recruteur ou un manager. Hem, Dites-le, tout simplement. L'idée, c'est un entretien, c'est aussi un moment d'échange et de communication. Vous pouvez poser l'ensemble des questions qui vous semblent, pertinentes et sur lesquelles vous avez besoin d'avoir un retour et une réponse. L'idée d'un entretien, c'est d'être le plus totalement transparent, que ce soit au niveau du recruteur, du manager, mais aussi du candidat.
Peut-être que finalement, on vous apportera des réponses qui vont vous mettre en confiance, qui vont vous donner envie d'avancer dans un processus de recrutement. Donc voilà, donc l'idée, c'est pouvoir d'échanger librement pendant l'entretien. Et si vous êtes déstabilisé, dites-le tout simplement. Peut-être que le recruteur a mal formulé une question, mais ce n'était pas peut-être son intention, en tout cas sur le moment. Il pourra reformuler aussi et peut-être apporter des précisions sur certaines questions posées. Voilà. Je ne sais pas si Priscilla, comment ça te semblait? Bien sûr, vos atouts dans un univers masculin, déjà donc vous êtes, une professionnelle. La mixité, pour être à l'image de la société aujourd'hui, voilà, c'est très important. Chaque entreprise, travaille aussi, sur ça. On a besoin d'avoir des femmes au sein de nos sociétés et de nos entreprises. Ça apporte, bien sûr un regard neuf et innovant. On a des choses à apporter au quotidien, à l'entreprise. Le pragmatisme par exemple, et puis souvent aussi, les hommes apprécient, hein, on a souvent des retours, ils apprécient aussi, le respect qu'amène, une femme au sein d'une équipe, dans la relation clientèle, de façon d'aborder les choses de façon des fois un peu plus différente. Donc c'est vraiment des atouts et nous on a des retours très positifs au quotidien, en tout cas, avec l'intégration de femmes dans des équipes, qui sont quelquefois, totalement, masculines. Et bien sûr, restez vous-même. Voilà, le piège à éviter, c'est vraiment de se dire, de rester vous-même, et de vous intégrer au mieux, dans l'équipe, que vous allez rejoindre. Oser candidater, bien sûr, et négocier. Donc ça, c'est la partie, on va dire, un petit peu plus finale du processus de recrutement. Hem, alors renseignez-vous avant, finalement sur le marché, vous pouvez aussi challenger un petit peu, voir ce que vaut le poste sur le marché, pas uniquement dans une entreprise bien précise, mais de façon plus globale. Ça vous aidera à vous positionner. Bien sûr, est-ce que l'entreprise a déjà peut-être une grille salariale ou un accord d'entreprise et que prévoit-il? Donc ça, vous pouvez aussi regarder sur internet, souvent les informations sont disponibles et ou sinon poser la question directement aussi lors de l'entretien. Et bien sûr, souvent on annonce, enfin, on a des prétentions et on annonce une grille de rémunération. Mais finalement, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que vous allez gagner réellement? Il y a bien sûr le salaire brut, mais va y avoir aussi tous les avantages, que va proposer l'entreprise en termes de primes, de mutuelles, de comités d'entreprise, d'indemnités de transport, de tickets restaurants. Donc, voilà, que vous ayez vraiment cette vision globale et de vous dire: «Est-ce que peut-être, j'ai un salaire, sur lequel, ça correspond pas à 100 de mes attentes, mais finalement à côté, il y a d'autres avantages qui vont venir compenser, finalement cette attente, de rémunération brute. Hem, Bien sûr, avant de négocier, voilà, être sûr que vous êtes en phase aussi avec le poste, hein. L'idée, c'est de rentrer dans une phase de négociation quand, vous êtes sûr de pouvoir vous positionner sur le poste. Et bien sûr, apprenez à vous mettre en avant et pouvoir vous présenter en valeur, enfin vous mettre, tous vos atouts, en valeur. Donc, comment je me positionne sur le marché? Bien sûr, toujours reparler de vos expériences si vous trouvez que finalement c'est la proposition de rémunération n'est pas forcément en lien avec ce que vous attendez. Pouvoir mettre, en avant vos expériences, vos atouts par rapport au poste. Vous avez, sûrement beaucoup de choses à apporter au poste. Et bien sûr, ce qu'il vous reste à acquérir, en termes de montée en compétences. Donc vous pourrez aussi vous renseigner sur tout ce qui est pratique de l'entreprise, sur le temps partiel, sur, également, toutes les pratiques, on va dire, liées à l'entreprise. Et bien sûr, il faut penser au global, prendre le temps de la réflexion quand vous avez une proposition, d'embauche, toujours se dire, c'est une globalité. Il va y avoir le poste, la partie bien sûr rémunération, mais il va y avoir les missions, le challenge, finalement aussi l'évolution possible au sein de la société. Quelquefois, on rentre sur un premier poste et au bout de 2 3 ans, il y a déjà une évolution, un plan de carrière qui va être fait pour vous. Donc, il faut voir aussi sur du long terme et se projeter au sein de la société. Voilà.
Je rajouterais effectivement juste Virginie, le premier poste, on a parfois des prétentions salariales qui sont au-dessus, de ce que, peut nous proposer l'entreprise. On le voit, il y a beaucoup d'écoles qui survendent aussi un petit peu les premiers salaires. C'est aussi, enfin l'évolution salariale, vous la ferez aussi avec, vos mobilités, qu'elles soient internes ou externes, mais c'est en changeant de poste, effectivement, qu'on va aussi, acquérir de l'expertise, qu'on sera davantage aussi en mesure de négocier. Donc je pense que voilà, c'est important pour un premier poste notamment, c'est d'avoir bien en tête un peu, les grilles de rémunération de l'entreprise, voilà, si elle en a, et le positionnement réel sur le marché et ne pas écouter, parfois voilà les salaires qui sont annoncés, par dans vos différentes formations. Parce que moi, je trouve souvent que c'est un peu gonflé et les gens légitimement, sont un peu déçus parce qu'on leur propose, moins pendant les entretiens. Mais voilà, c'est aussi de se dire, hem le premier poste, c'est, parfois la porte d'entrée, voilà, d'un déroulé de carrière qui peut être, très rapide, avec des évolutions et des perspectives, d'évolution qui peuvent, voilà, intervenir, effectivement 2-3 ans après votre arrivée. Donc c'est aussi à prendre en compte, dans, votre décision. Et c'est pour ça, voilà, que c'est important, voilà, de connaître sa valeur, mais c'est aussi important de connaître, la réalité du marché du travail dans votre, secteur d'activité. Pour information, il va rester 10 minutes. Il y en a quelques questions dans le chat, donc je sais pas, est-ce que vous voulez je crois qu'il reste quelques slides, il en reste une ou deux. Je vous laisse terminer et puis Il après me je vous semble pose que les. c'était en effet la dernière, enfin là, l'idée, Ok. c'était de partager un petit peu des articles intéressants, pour aller un petit peu plus loin. De toute façon, on vous enverra la présentation, je vous la ferai parvenir, moi, avec une enquête de satisfaction. Du coup, j'ai quelques questions qui sont arrivées, il y en a même pas mal. Alors, par exemple, peut-on candidater à plusieurs offres, pardon, dans la même société à quelques semaines ou quelques jours d'intervalle? Est-ce que c'est bien vu ça par les recruteurs et les recruteuses? Alors oui, nous, ça nous arrive, fréquemment d'avoir des candidats qui se positionnent sur plusieurs offres. L'idée, c'est aussi quand même d'avoir, un fil conducteur, hein, d'avoir quand même des offres avec, des compétences, en tout cas liées entre les différents postes. Mais, pour moi, ça fait sens en tout cas, de pouvoir candidater sur différents postes qui correspondent aux compétences. Peut-être attendre un petit peu d'avoir des retours avant d'en faire, peut-être une centaine, hein, voilà, rester dans un nombre raisonnable. Mais, si vous identifiez des postes qui vous correspondent, surtout, osez candidater. Souvent les recruteurs sont pas les mêmes personnes sur les différentes offres aussi, même si on échange beaucoup entre nous. Mais allez-y candidater et puis c'est à nous après aussi de réorienter en fonction, des échanges qu'on aura eus avec vous par téléphone. Oui, je rejoins ce que dit Virginie. Après, effectivement, il faut, être, je pense, notamment vigilant sur, ce que vous pouvez dire, sur les lettres de motivation, voilà, pour ne pas se contredire. Donc c'est un peu, aussi penser, global, et se dire, bah, voilà, parce qu'il y a 2 postes, différents qui peuvent vous intéresser, mais c'est bien aussi le développer, notamment dans la lettre de motivation, pour que le recruteur, s'il compare les 2 candidatures, puisse comprendre pourquoi un des postes et pourquoi l'autre. Et si peut-être je peux rajouter, si jamais vous êtes contacté par différents recruteurs de la même entreprise, n'hésitez pas à être transparent, à communiquer sur le fait que vous avez différents processus, au sein de la société afin d'éviter qu'il y ait des doublons enfin, ça nous permet aussi de communiquer entre nous. Mais voilà, l'idée, c'est toujours d'être transparent et de dire: «Bah, j'ai plusieurs candidatures en cours sur différents postes». Ça nous permet aussi de voir un petit peu, vos motivations pour chaque poste. J'avais une question sur le portfolio. Est-il plus intéressant de mettre beaucoup de projets, même si certains, ne sont pas spécifiquement terminés ou finis, ou uniquement des projets qui sont finalisés? Voilà, si vous aviez des conseils pour le portfolio, celui qui serait un peu le plus pertinent en tout cas pour postuler. Je pense que vous pouvez partager sur l'ensemble des projets que vous avez menés, même s'ils ne sont pas terminés. Alors si vous en avez vraiment fait beaucoup, beaucoup, peut-être ciblé en fonction du poste, celui qui, les projets qui apporteront le plus de valeur ajoutée sur votre candidature. Peut-être synthétiser si vraiment voilà, ça fait beaucoup d'informations, synthétiser vraiment avec, les compétences clés, les actions menées. Et après ça sera à dérouler en entretien, directement avec le recruteur et le manager. Mais en effet, plus vous avez fait de projets, plus, vous avez pu avoir des compétences diverses et variées, donc c'est un atout en tout cas pour la candidature.
J'ai quelques questions aussi sur la rémunération dans un entretien. Qui doit commencer la négociation salariale? Qu'est-ce que c'est la candidate qui doit commencer ça? Alors, bah, c'est abordé de façon, souvent à la fin de l'entretien ou lors même déjà de la préqualification téléphonique. L'idée, c'est de connaître vos prétentions salariales. Vous allez annoncer et le recruteur, de façon assez transparente, va pouvoir vous dire si c'est, trop élevé, si ça dépasse la grille, fixée sur le poste, ou pas. Donc on va dire que les négociations, se font, déjà enfin l'échange sur la rémunération se fait en préqualification téléphonique et après en entretien, en fonction, de l'échange, de vos compétences techniques, développées aussi, on pourra vous faire une proposition la plus en phase en tout cas avec, votre projection au sein de la société, vos compétences techniques, mais aussi l'équité au sein de l'équipe. Je pense que c'est important d'en parler, mais aujourd'hui, une entreprise ne va jamais, vous faire une proposition en deçà, d'une équité au sein de l'équipe ou de vos compétences. L'idée, c'est aussi, de pouvoir vous valoriser, valoriser votre expérience et votre parcours. On va dire que la proposition qui sera faite sera la plus juste en fonction de votre parcours, de vos compétences, mais aussi, de l'entreprise et de son équité, au sein de l'entreprise. Et tu as raison de le souligner Virginie, parce que c'est important. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dit, mais quand on arrive dans un collectif, voilà, on essaye effectivement aussi dans la partie rémunération d'être, équitable et de reconnaître, bah, les expertises aussi, passées pour les externes, mais les expertises internes. Donc c'est aussi, une logique, qui peut échapper aux candidats, mais qui est bien réelle du côté, recruteur. Et j'ajouterais simplement un point, c'est peut-être qu'en entretien, voilà, on va pas le recruteur ne va pas non plus détailler, toutes les composantes de la rémunération globale. C'est des choses qui peuvent arriver dans un second temps, des fois y compris par mail avec, des tableaux récapitulatifs ou voilà, des propositions salariales qui vont détailler tout ça. Je pense que voilà, qu'en entretien, c'est important de rester un petit peu, général, qu'une fois cette proposition détaillée, ne pas hésiter, voilà, à poser des questions. Mais je pense que voilà, on va pas dans le boulon de 12, dans l'entretien, donc c'est important, voilà, aussi de rester focalisé sur quelque chose d'assez, générique. Et finalement aussi, comme on l'a dit auparavant, toujours rester sur la projection. C'est un premier niveau de rémunération en entrant dans l'entreprise, mais c'est souvent amené à évoluer en fonction aussi de votre parcours. Donc, voilà, restez aussi ouvert à ce niveau-là. On a aussi, quelques questions sur les relances. Donc par exemple, comment relancer après une candidature sans réponse sur un job board, sans contact identifié? Mmh. Et quand on appelle, on n'a pas forcément les RH ou le manager qui recrute. Enfin voilà, est-ce que vous avez des petits tips pour pouvoir relancer, les recruteuses ou les recruteurs? C'est vrai Alors que le job board, ouais, ça sur a le job board, changé. c'est vrai que c'est difficile. Mmh. Alors relancer sur un job board, à mon avis, ça reste très compliqué, enfin, d'avoir un contact en direct. Peut-être plus pour l'orienter, relancer après un premier échange par téléphone ou un entretien. Quelquefois, c'est vrai que les processus de recrutement peuvent être un petit peu plus longs que prévu. Moi, ça me semble totalement légitime de pouvoir relancer, le recruteur ou le manager, voilà, de façon assez bienveillante, hein. Mais le recruteur reviendra dans tous les cas toujours vers vous, après avoir eu votre message ou votre email, pour vous tenir informé. S'il l'a pas fait, plus tôt, c'est que sûrement le processus a été un peu plus long, que prévu. Enfin, il est entre les vacances, les absences de manager, l'activité aussi qui est prenante, quelquefois pour les managers. Relancer peut-être après le premier entretien, en tout cas, téléphonique et entretien. Sinon, ne pas hésiter peut-être aussi à faire des candidatures spontanées. Souvent, on candidature une offre, donc ça peut quelquefois, pas correspondre pour l'offre précise, mais si vous candidatez en candidature spontanée, bah, quelquefois, vous pourrez avoir aussi un retour différent puisqu'on va réorienter votre CV. Voilà, ce serait plus, cette option pour, la relance sur job board. Mmh. Alors, ensuite, on avait une question sur, bah, justement la relance. Si par exemple on arrive à trouver le recruteur ou la recruteuse sur LinkedIn, est-ce qu'il y a un délai pour la relancer? Est-ce qu'il y a un moment qui est le mieux? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après avoir envoyé sa candidature? Alors, on est souvent, contacté sur LinkedIn. Alors souvent, on ne recrute pas pour tous les postes de l'entreprise, donc on a chacun des, périmètres différents. Mais, moi, je trouve ça
très intéressant en tout cas que les candidats puissent nous contacter aussi sur LinkedIn et nous envoyer directement leur CV, parce que quelquefois on l'a pas eu en direct, parce qu'on n'était pas en charge du recrutement pour cette offre. Moi je trouve que c'est un plus, ça montre vraiment aussi la motivation, du candidat, pour le poste et pour l'entreprise. Hem, Après, à peut-être attendre que le recruteur ait bien sûr vu le message et vous répondre, ne pas faire de relance trop insistante non plus, sur toutes les semaines, on va dire, faites-le une fois et attendez d'avoir un retour, Après, je pense que cette, histoire aussi de relance, elle est très personnelle, hein, on a des gens qui aiment bien moi, je suis plutôt de la team Virginie, où je trouve que c'est, voilà, preuve d'engagement et puis voilà, de faire ce type de relance. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'apprécient pas du tout. c'est vrai. Donc c'est vraiment à doser, si vous recevez pas effectivement de retour ou un retour un peu sec, bon, bah, et voilà, il faut, Temporiser. temporiser, analyser la situation au mieux, mais voilà, c'est vrai que c'est pas, on n'est pas tous, dans le même moule. Il y avait une question aussi sur la VAE. Est-ce qu'il faut l'indiquer dans son CV ou sa lettre de motivation? Donc là, la personne, elle explique que malgré 6 ans d'expérience et une montée en compétences au gré des années, elle demande une VAE. Donc voilà, est-ce qu'il c'est bien de l'indiquer? Oui. Mmh. Je trouve que c'est très intéressant de voir, voilà, des candidats qui ont une démarche aussi personnelle et mènent des actions de leur côté pour faire, valoir leurs compétences, techniques, professionnelles développées tout au long de leur parcours. Donc bien sûr, c'est un plus. En plus, si vous l'avez, identifié sur le CV, c'est un atout, en tout cas sur des postes peut-être, cadres, en fonction des opportunités. Mais, oui, bien sûr, c'est un plus et il faut l'indiquer. Enfin, tous les diplômes que vous avez pu avoir auparavant, il faut les indiquer et toutes les, finalement, tout ce que vous avez pu mettre vous en place en parallèle pour faire valoir vos compétences, mettez-les en avant. En effet, c'est un plus. Et c'est d'ailleurs, ça me fait penser aussi si vous, faites des MOOC, des formations en ligne, voilà, des participations, à des fois à des congrès et cetera. C'est aussi à valoriser, soit voilà dans une partie du CV, soit dans vos entretiens. Je pense notamment, voilà, à des personnes des fois qui identifient des manquements sur le poste et qui ont, par exemple 2 semaines devant eux pour préparer l'entretien, eh bien qui vont trouver une petite formation en ligne, pour, se mettre déjà un vernis sur le sujet. Je trouve que voilà, ça c'est vraiment il faut le dire, ça montre aussi toute, la mobilisation qu'on peut avoir pour essayer, d'être aux attendus, en tout cas de faire le maximum dans la capacité de ce que l'on peut faire, bien évidemment. Mais voilà, c'est aussi intéressant à mettre en valeur, que ce soit dans votre CV, lettre de motivation ou dans vos entretiens. Très bien. On a encore quelques questions. Alors, est-ce qu'on peut déborder de 2-3 minutes? Est-ce que vous avez quelques Oui. Oui? minutes supplémentaires? Ok. Est-ce qu'il y a un nombre de candidatures à partir duquel il faut commencer à se dire que notre profil ne colle pas aux offres pour lesquelles on postule? Ou est-ce qu'il faut persévérer malgré le fait qu'on essuie quelques refus? Bah, je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter, de l'aide. Enfin, par exemple, sur les forums Elle bouge, mettre un petit, SOS: «Est-ce que quelqu'un, peut relire mon CV, ma lettre de motivation?» Me faire un retour ou un entretien blanc pour voir, ce qui colle pas. Parce que bon, comme on le voyait effectivement, 40 CV, c'est une moyenne, ça veut dire qu'on peut aussi en envoyer 80 sans réponse. Peut-être qu'au-dessus 100-120, effectivement, si on n'a jamais de réponse, ça peut commencer à devenir inquiétant et préoccupant. Donc là, moi, je dirais que c'est le moment de solliciter, et même de pas forcément attendre, hein, d'arriver à ce côté-là, mais de solliciter de l'aide et voilà, je pense à Elle bouge parce que c'est l'association qui nous réunit aujourd'hui et que je sais qu'il y a des marraines et des relais mobilisés dans toute la France et dans tous les secteurs d'activité qui peuvent, aussi apporter cette aide, ponctuelle sur des personnes, voilà, qui seraient en difficulté, à ce niveau-là. Donc ne pas hésiter, voilà, à solliciter une relecture, un entretien blanc ou même un feedback, un peu général pour qu'on puisse, bah, identifier ce qui bloque et puis essayer de dépasser cette problématique-là. J'en profite pour vous dire qu'il y a un outil qui s'appelle également les marraines vous répondent. Donc en fait, vous pouvez écrire directement à des marraines d'un secteur d'activité en particulier. Ça arrive sur une messagerie dédiée sur le site Elle bouge, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vais vous le mettre également en lien dans la discussion. Et puis je le mettrai dans le mail récapitulatif avec la présentation également, tous ces outils-là. Mais oui, effectivement, sur Elle bouge, on a des outils aussi qui peuvent servir à ça.
On avait une autre question. Alors, si on reprend une recherche après, donc là en l'occurrence c'est un burn-out, mais voilà, après on va dire une pause, que ce soit médicale ou autre dans sa carrière, comment on gère les questions sur le suivi en entretien? Voilà, est-ce qu'il faut être transparent? Est-ce qu'il faut potentiellement le valoriser si c'est un voyage à l'étranger ou autre? Comment on peut gérer ce... Je dirais une absence médicale, ça reste voilà, la raison de l'absence. Typiquement, le burn-out, ça fait partie du secret médical. On n'a pas forcément à dire, enfin, on n'a pas à dire d'ailleurs la raison de notre absence. On peut dire absence médicale, ça, on ne trahit pas le secret médical, mais par contre, l'employeur n'a pas à vous poser des questions sur la nature de l'absence. Après, c'est vraiment aussi en fonction de l'expérience. Je sais que, par exemple, dans le cadre des burn-out, si on prend cet exemple-là, il y en a certains qui font des formations, qui participent à des groupes voilà, d'entraide, etc., et qui en sortent grandis, qui savent davantage voilà, prioriser, qui savent davantage aussi repérer les signaux faibles de l'épuisement professionnel, etc. Donc, si on est très à l'aise avec ça et que la page est tournée, je pense qu'on peut aussi capitaliser sur tout ce que ça nous a appris. Et enfin, ça peut être aussi la même chose sur une autre absence médicale, hein. Je pense par exemple parfois aux personnes qui sortent de chimio, voilà, qui ont parfois mené de front la maladie, le personnel et le professionnel. Enfin, ça dit aussi des choses sur nous. Mais ça, faut vraiment voilà, que ça vienne de vous et il faut pas du tout se sentir obligé parce que vraiment, ça peut être discriminant hein, si le recruteur va sur ce terrain-là. Donc, si vous n'avez pas envie d'en parler, n'en parlez pas. Après, voilà, c'est pour ça que je sépare un peu l'absence médicale qui est très personnelle, une absence congé sabbatique pour création d'entreprise, voyage à l'étranger et tout. Bah, je pense qu'effectivement, il faut en parler parce que ça permet aussi de capitaliser sur tout ce que vous avez fait. Et, et effectivement, les recruteurs n'aiment pas le vide. Donc, s'il y a un trou d'un an, dans tous les cas, il faudra chercher à en parler, quand bien même vous n'avez pas forcément envie de tout raconter. Mais c'est de dire, bah voilà, voilà ce que j'ai envie de raconter sans rentrer dans les détails. Et voilà ce que ça me permet aussi de montrer de moi, de ce que j'ai pu développer comme compétences, etc. Parce que typiquement, un congé création d'entreprise, bah, ça montre aussi, voilà, la fibre entrepreneuriale, innovante, quand bien même de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de mener aussi comme projet. Très bien. Merci beaucoup, mais il n'y a pas d'autres questions. Et puis, bah, de toute façon, on est arrivé au terme de cet atelier. Un grand merci pour votre temps, Virginie et Priscilla. Merci beaucoup pour vos conseils précieux. Merci également à toutes de vous être Merci à connectées. vous. Et, Merci. Et merci pour et les questions, parce qu'on voulait Ouais, vraiment aussi que ce soit un voilà, échange. participatif et, voilà, et qu'on puisse apporter des réponses à vos interrogations. Donc, c'était chouette d'avoir autant de questions et qu'on ait pu prendre le temps d'y répondre ensemble. parfait. Un grand merci encore pour votre participation. Merci pour votre animation. Et puis, je vous souhaite à toutes un très bon forum. J'espère que vous aurez beaucoup d'entretiens, que voilà, vous trouverez le job de vos rêves et le job qui vous correspond. À vous de Merci jouer. beaucoup. Voilà, exactement. À vous de Merci. jouer. Bonne Merci, candidature. bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.